Bonjour Joël Guillemin, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes conseiller à la Chambre d'agriculture du Cantal. Alors nous allons dans quelques instants découvrir les réponses du quiz que je viens de recevoir. Mais avant, juste en quelques mots, pourquoi finalement faire ce quiz et l'avoir proposé à nos participants? Merci Virginie, bonjour à tous. C'était justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, c'était par rapport à des idées reçues que le grand public peut avoir et même le public agricole, hein. Donc on avait besoin aussi peut-être des fois de recadrer ces notions-là de gaz à effet de serre. Très bien. Alors, ce que je vous propose, Joël, c'est que nous commentions en fait au fur et à mesure peut-être les questions et les réponses. Alors, on va voir je vais vous communiquer les réponses qui ont été faites. Alors, sur la première, donc les réponses sont à 50-50, figurez-vous, sur 50 degrés et moins 18. On est d'un extrême à l'autre. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire et nous dire ce qu'il en est? Voilà, donc en fin de compte, effectivement, comme on parle de réchauffement climatique, on a toujours l'impression que voilà, il ferait 50 degrés si on n'augmentait pas les effets de serre. En réalité, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel et qui permet donc que les rayons du soleil traversent l'atmosphère, réchauffent la Terre et ensuite il y en a une bonne partie qui repart. Et sans l'effet de serre, effectivement, la Terre serait beaucoup plus froide. Donc, vous voyez sur la présentation, on serait à moins 18. Donc, la bonne réponse, c'était la solution 3. Et donc, grâce à l'effet de serre, on a une température moyenne sur la Terre de plus 15 degrés en compensant, en gardant une partie de la chaleur liée au rayonnement solaire. Le problématique, c'est que si l'effet de serre s'amplifie, donc c'est pour ça que là, on aura une augmentation de température plus importante, puisqu'on a encore moins de rayonnement qui va pouvoir repartir et la Terre va se réchauffer. C'est ce qu'on vit depuis un certain temps, puisque globalement, la température augmenté de presque 1 degré là, depuis plus d'un siècle, et la quantité de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 20% depuis 60 ans. Parfait. Alors, on a à l'affichage la deuxième question sur les émissions de gaz à effet de serre, la part de l'élevage. Eh bien, figurez-vous qu'on nous a répondu à 100% qu'il s'agissait de 22,4%. Qu'en est-il? Voilà, ben donc c'est même un peu moins. Donc l'agriculture, c'est effectivement 19%. Donc en fin de compte, souvent, voilà, dans les médias, on entend beaucoup parler de l'impact de gaz à effet de serre lié à l'agriculture. Donc on est le troisième secteur donc, qui impacte les émissions de gaz à effet de serre après les transports et l'industrie. Et donc l'élevage dans cette partie agriculture est responsable pour 13,5%. Et l'élevage bovin laitier, bon, puisque moi je suis plus les questions liées à l'élevage laitier, de 6%, environ 6,2%. Alors, nous allons pouvoir passer à la troisième question. Alors, c'est amusant parce qu'il y avait à chaque fois trois réponses possibles. Sur la dernière, il y avait une certitude totale à 100%. Là, on est un petit peu plus séparés puisqu'on va avoir un score à 67% et un à 33%. Alors, le 67%, c'est pour le méthane CH4 et les 33%, ce sont les réponses qui ont été données pour le protoxyde d'azote N2O. Voilà, donc on va voir en fin de compte qu'effectivement c'est partagé, hein. En agriculture, les émissions sont à peu près donc similaires en pourcentage entre le protoxyde d'azote et le méthane, et donc à 14% pour le CO2. En élevage laitier, donc c'est plutôt le méthane qui va être de l'ordre plutôt de 50%. Voilà, donc lié à la fermentation entérique, hein, donc à la rumination des animaux. Donc le CO2 est plutôt lié aux émissions, à l'utilisation des énergies directes, carburant, électricité, et à tous les intrants que l'on fait venir sur l'exploitation. Et le protoxyde d'azote, N2O, est plutôt lié à la gestion des effluents en élevage. Voilà, donc je schématise pour faire bref, mais voilà à peu près les trois gaz à effet de serre aujourd'hui et leur répartition dans l'ensemble des émissions. Merci Joël. Alors ce quiz, effectivement, pour poser un petit peu le contexte, mais lorsque l'on parle de carbone ou de gaz à effet de serre, de quoi est-ce que l'on parle précisément? Comment est-ce que ça se mesure? Alors, pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre et l'impact carbone de l'agriculture, et notamment de l'élevage, donc on a des outils qui permettent effectivement d'enregistrer les pratiques des éleveurs et de quantifier
sur donc, les différentes parties de l'exploitation, que ce soit donc l'utilisation des sols, l'alimentation des animaux, les bâtiments, donc, qui permettent de quantifier tout ça. Et ensuite de produire des résultats qui amènent l'agriculteur à se positionner. Donc, sur la base d'un diagnostic, donc on renseigne une 150 données qui lui permettent ensuite d'avoir une empreinte carbone aussi au niveau de son élevage. Puisque les gaz à effet de serre, donc on a parlé de ces 3 gaz à effet de serre, on les convertit tous les 3 en équivalent kilos CO2. Donc ensuite, là, on a parlé des 3 gaz. Après, quand on mesure l'empreinte, on ne parle que de l'empreinte carbone, puisqu'on ramène tout en équivalent CO2, sachant que voilà, les différents gaz à effet de serre n'ont pas le même pouvoir réchauffant. Et c'est le méthane et le protoxyde d'azote qui ont plus de pouvoir réchauffant que le CO2. Alors, je vous propose, Joël, de venir vous retrouver dans le Cantal, le temps de découvrir en image le portrait de Jean-Charles Tardieu, qui est éleveur laitier. Le bilan du diagnostic, c'est la différence entre l'utilisation de CO2 pour produire du lait et la capacité de nos terrains à stocker du carbone. Ce qui stocke le carbone sur notre exploitation, c'est les prairies et les haies. Pour avoir un meilleur bilan carbone, il faut avoir le plus de vaches productives. Avoir des vaches qui vêlent plus tôt, plus on s'améliore sur notre capacité à produire de la protéine, moins on est dépendant des intrants extérieurs. Les intrants, c'est tout ce qui vient d'extérieur pour faire la production de lait. Donc voilà pourquoi nous, on a basé notre exploitation sur l'herbe. Les facteurs d'amélioration des émissions de carbone sont souvent des facteurs aussi d'amélioration de la rentabilité d'une exploitation. Je m'appelle Jean-Charles Tardieu, je suis éleveur laitier dans le Cantal et je tiens ma terre. Alors, nous revenons tous à l'image, on voyage dans notre région, voilà, on passe de l'Isère au Cantal. Aujourd'hui, plus généralement, comment se positionnent les élevages laitiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, justement en termes d'empreinte carbone? Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a pu faire des diagnostics dont j'ai parlé tout à l'heure depuis 5 ans environ. Et donc, pour vous donner une idée moyenne de ce que cela donne, donc on a une empreinte brute qui est de l'ordre de 1 kg d'équivalent CO2 au litre de lait, et ce qui correspond à la moyenne nationale. Donc, en termes d'émissions brutes, on est relativement proche de la moyenne nationale, avec à peu près 55% qui sont liés aux fermentations entériques et 20% de la gestion des effluents, les postes principaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et par contre, la zone Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment, porte beaucoup d'élevage de montagne. Et les élevages laitiers de montagne ont la capacité de compenser environ à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre par le stockage de carbone dans les prairies, les haies qui sont présents sur les exploitations. Donc, ce qui fait vraiment le lien avec le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Quels sont les principaux leviers d'action qui peuvent être mis en place par ces éleveurs? Alors, les leviers qui peuvent être mis en place par les éleveurs, donc c'est sous leur responsabilité, c'est eux qui effectivement choisissent en fonction de leur situation, mais les plus importants vont être liés aux postes principaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a parlé notamment du méthane. Donc, pour jouer sur la fermentation entérique, donc on va travailler sur la gestion du troupeau en limitant le nombre d'animaux improductifs. C'est ce que Jean-Charles Tardieu disait effectivement dans le reportage. Et donc, par exemple, un des leviers principaux sur cette partie-là, c'est de travailler sur l'âge au vélage des génisses. Ensuite, on va travailler sur la gestion des effluents. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Donc, en évitant les pertes d'azote, puisque donc les effluents ont une valeur intéressante en apport d'azote pour les plantes que l'on va avoir sur les terres. Donc aujourd'hui, là aussi, ça rejoint le sujet de tout à l'heure, donc en couvrant les sols notamment, en couvrant effectivement les fosses aussi, pour éviter le contact donc avec l'oxygène qui va permettre le départ de protoxyde d'azote, et puis en investissant dans le matériel d'épandage qui permettent de vraiment apporter à la plante directement sans que ça se disperse dans l'air. Et puis, je parlerai d'un troisième volet qui est là, pas sur les émissions brutes, qui est sur le stockage, qui permet de compenser une partie donc les émissions, donc en favorisant là aussi la couverture des sols
et notamment l'autonomie protéique aussi en implantant des légumineuses. Donc là aussi, on est déjà sur des systèmes avec beaucoup de stockage en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on peut continuer encore à travailler. Il y a beaucoup de variabilité, même à l'intérieur d'un même système, entre exploitations. Tout le monde n'a pas forcément travaillé ces aspects-là de la même façon. Et pour exemple, de 1990 à 2010, donc sur 20 ans, l'élevage a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 15 à 20%, déjà en travaillant sur l'optimisation de l'utilisation des intrants, des engrais, sur l'âge au village aussi, déjà ces leviers-là sont déjà effectivement utilisés par les éleveurs. Mais aujourd'hui, ils vont vraiment directement impacter les émissions de gaz à effet de serre via le carbone. Alors, est-ce que justement les éleveurs sont prêts à s'engager dans ce type de démarche? Alors, comme le témoignage de l'éleveur que l'on vient de voir, effectivement, correspond à aujourd'hui une réalité, donc c'est vrai que c'est assez récent, mais depuis 2013, en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a bénéficié de dispositifs expérimentaux, notamment en élevage, avec Carbone Dairy pour la filière laitière, Bif Carbone pour la filière viande, et des démarches aussi plus récentes sur la ferme laitière bas carbone. Et donc, dans ce cadre-là, ça nous a permis surtout de faire de la sensibilisation, donc c'est quand même assez récent, mais les éleveurs sont de plus en plus sensibles pour répondre effectivement aux attentes sociétales, à s'intéresser à ces sujets. Et puis, encore plus récemment, donc, il y a des appels à projets en cours où là, on donne la possibilité aux éleveurs de s'engager, notamment éventuellement à vendre des crédits carbone, et puis aussi à faire le lien avec l'adaptation au changement climatique de leur système d'exploitation. Donc, tout ça avec des financements, par exemple, en ce moment dans le cadre du plan de relance du ministère de l'Agriculture. Et le fait d'avoir sensibilisé les éleveurs dans la région depuis un certain temps, on a effectivement une bonne réponse aujourd'hui des éleveurs qui veulent s'engager dans ces démarches. Donc, pour information, il y a eu plus de 600 diagnostics déjà de réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes sur les 3 dernières années, en bovin-lait. Merci beaucoup. Ce que je voulais juste ajouter, Virginie, l'autre intérêt aussi, c'est pour les éleveurs, c'est que le fait de s'intéresser à ce sujet, c'est aussi de communiquer. Ça peut leur servir à communiquer sur leur exploitation parce qu'ils peuvent être effectivement accusés de polluer, mais là, par ce biais-là, ils arrivent à communiquer positivement sur le fait qu'ils s'intéressent au sujet, sur le fait qu'ils stockent du carbone. Et puis, les outils permettent aussi de parler d'autres aspects positifs de leur travail sur l'exploitation. Les diagnostics permettent aussi de mettre en avant la performance nourricière des exploitations et l'entretien de biodiversité. Donc, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le fait d'avoir fait tous ces diagnostics, une exploitation laitière moyenne nourrit 1700 personnes, stocke 176 tonnes d'équivalent CO2 et entretient plus de 200 hectares d'équivalent biodiversité avec beaucoup de haies, avec plus de 4000 mètres linéaires de haies par exploitation en moyenne. Donc, ce sont des aspects positifs dont les éleveurs se saisissent pour communiquer aussi. Merci beaucoup, Joël. Alors, nous allons passer maintenant à la rubrique questions-réponses et Thomas va venir nous rejoindre. Alors Thomas Paco, Joël Guillemin, merci d'être avec nous suite à vos éclairages. On reçoit bien sûr des questions dans le chat, sans compter que ça permet toujours à nos participants de capitaliser et d'avoir plein de points pour le challenge. Alors la première question, c'est celle de Théo qui demande s'il y a beaucoup de fermes qui ont fait des diagnostics dans la région et en clair, phénomène de masse ou exception. Ouais, c'est ce que je citais tout à l'heure. On est à peu près à 600 exploitations laitières bovines qui, par exemple, ont fait ce type de diagnostic. Certains en ont fait même plusieurs. Donc, c'est-à-dire faire un premier diagnostic initial il y a 3 ans, en faire un maintenant. Ça permet aussi de mesurer l'impact des leviers qui ont été mis en place pour voir effectivement si on améliorait l'empreinte carbone et de se refixer des objectifs. Donc, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes est assez
les éleveurs, en tout cas, sont assez motivés pour rentrer dans cette démarche. En tout cas, ça leur donne le moyen de prendre en compte les questions des citoyens sur ce sujet. Alors, pouvez-vous amener un complément d'information à Romain qui n'a pas compris le lien entre l'âge de vélage et la fermentation entérique? Alors, c'est notamment l'outil que l'on utilise. Hein. Donc, tout à l'heure, j'expliquais voilà, qu'on avait une empreinte brute d'équivalent 1 kg CO2 ramené au litre de lait. Donc, pour se comparer notamment, et pour voir si on améliore ses performances dans le temps, quand je disais tout de suite, par exemple, en faisant le diagnostic à 3 ans d'intervalle. Le fait d'avoir des animaux qui vèlent très tard, donc avec un âge au vélage qui peut être tardif. Donc, on a des animaux qui ruminent, qui produisent du méthane pendant des années et qui ne produisent pas. Donc, quand on utilise un indicateur qui est équivalent de CO2 au litre de lait, effectivement, on tient compte aussi de tout le cycle de vie de l'animal, y compris son vélage s'il est tardif, y compris si c'est un animal qu'on achète à l'extérieur, il arrive avec son empreinte carbone sur l'exploitation. Très bien. Alors, Claire voudrait savoir si c'est coûteux pour un agriculteur, toutes ces actions à mettre en place pour limiter les gaz à effet de serre. Alors, c'est une bonne question, effectivement. C'est vrai que là, aujourd'hui, la partie diagnostic, l'état initial de la situation dans un élevage, donc ça, aujourd'hui, on peut bénéficier d'aides qui permettent, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit entièrement pris en charge. La région s'était positionnée sur cet aspect-là assez tôt. Après toutes les mesures, il y a des mesures qui sont peut-être coûteuses à mettre en place, comme des couvertures de fosse, l'achat de matériel, d'épandage spécifique. Voilà, ça peut être coûteux. Il y a d'autres qui peuvent être beaucoup plus faciles à mettre en place. Par contre, on va surtout parler de l'intérêt économique de l'éleveur, c'est-à-dire que dans le cas des suivis que l'on met en place, on s'aperçoit que les leviers dont j'ai parlé, c'est beaucoup d'optimisation de système et qu'en fin de compte, travailler sur l'âge de vélage, travailler sur l'autonomie protéique des élevages, travailler sur la gestion des flux en évitant des pertes, ça se chiffre aussi en termes de gains pour l'éleveur. Donc, il y a peut-être des charges en plus, il y a aussi des fois des charges en moins, mais il y a des produits en plus. Et effectivement, le bilan économique est même largement positif, puisque on a démontré au niveau national et on a même travaillé au niveau régional qu'il y a environ 30 € au millilitre de marge brute supplémentaire pour les éleveurs qui sont les 10% les meilleurs entre guillemets en termes d'empreinte carbone. Donc, il y a une corrélation positive entre l'empreinte carbone et la performance économique de l'élevage. Et Claire, ce sera notre dernière question à la fois d'aujourd'hui et de ces 3 jours en clôture de cet événement. Claire voudrait savoir est-ce que ça se retrouve sur le prix du lait, en fait, ces impacts liés à la gestion des gaz à effet de serre? Alors, justement, dans ce que je viens d'expliquer, aujourd'hui, donc, il n'y a pas de filière qui permette de vendre un lait spécifiquement avec une empreinte carbone et un prix différencié. Par contre, c'est au niveau de la rentabilité de l'exploitation, entre l'analyse des charges et des produits, que l'éleveur va s'y retrouver. Je pense que là, on est en train de mettre en place des labels bas carbone. Effectivement, dans le cadre du label bas carbone, il y a des entreprises laitières qui effectivement se saisissent de cette opportunité pour pouvoir communiquer, parce que, en fin de compte, l'élevage et l'agroforesterie sont les 2 productions qui permettent de stocker aussi, de compenser une partie des émissions. Donc, la filière laitière est intéressée aussi par l'amont, c'est-à-dire les producteurs et leur capacité à compenser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en tout cas, en termes d'image, la filière laitière s'en saisit. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de prix de vente supérieur pour un lait carbone, mais une rentabilité plus intéressante pour les élevages qui s'engagent. Alors, Claire ajoute une toute dernière question. Voilà. Et elle demande, je ne peux pas encore acheter du lait bas carbone?
Non, mais je pense que voilà, les différents groupes laitiers y réfléchissent, mais ça peut être, à mon avis, il faut aussi prendre en compte différentes approches environnementales. Donc là, on a l'aspect bas carbone, on a l'aspect, juste avant, on a évoqué, je respecte aussi mon sol, voilà, donc spécifiquement bas carbone, ça n'existe pas pour l'instant. Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse et ça peut être pris en charge dans un cadre, on va dire, plus global de prise en compte de l'environnement de l'exploitation. Voilà, donc dans des systèmes d'agriculture durable, d'autres notions comme celle-là. Voilà. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Joël et Thomas, vous étiez nos experts aujourd'hui pour répondre à toutes les questions et aborder ces deux sujets autour de Je tiens à ma terre, je la protège. Merci beaucoup de vos interventions.